Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes dernières lectures. Alors, le dernier point lecture remontant à longtemps, très longtemps, beaucoup trop longtemps, j'ai décidé de fractionner ce point lecture en plusieurs petits points lecture. Ça sera plus agréable à la fois pour vous mais aussi pour moi. Et surtout, je vais vous parler de tous les livres que j'ai lus depuis octobre, donc je vous laisse imaginer la pile de bouquins que ça représente. Je ferai également une vidéo spécialement centrée sur les bandes dessinées et les albums que j'ai pu lire durant cette période, puisque j'en ai lu quand même pas mal et je sais que vous n'êtes pas forcément tous intéressés par ce genre de livre. Du coup je vais séparer la chose, comme ça ceux qui sont intéressés la regarderont et puis ceux qui sont pas intéressés, et bien tant pis. Je vais commencer tout de suite pour que cette vidéo ne soit pas trop longue non plus avec donc 5 livres. Ce sont des livres que j'ai lus pour la plupart au mois d'octobre, donc ça remonte à pas mal de temps. J'ai pas forcément les idées très fraîches dessus, mais je vais essayer de vous en parler au maximum. Et puis pour la plupart les chroniques sont disponibles sur le blog, donc je vous mettrai les liens en barre d'informations sous la vidéo. Tout d'abord, et cette fois-ci ça remonte à fin septembre je crois, je vais vous parler de Sansonnet, un signe à l'envers de Pierre Thierry, publié aux éditions Books on Demand. Donc c'est l'auteur qui m'a très gentiment proposé de lire son dernier livre, donc je le remercie encore une fois. J'ai tout de suite accepté puisque j'avais déjà beaucoup aimé Le mystère du pont Gustave Flaubert que j'ai lu il y a pas mal de temps, donc du même auteur. Cette fois-ci ce n'est pas un roman mais Sansonnet, comme le titre peut le laisser supposer, que l'auteur nous propose de découvrir. Alors, bon, sur Sansonnet je les ai pas forcément tous appréciés, mais j'imagine que c'est un petit peu normal. J'ai eu du mal avec les poèmes qui étaient un petit peu plus centrés sur des personnages célèbres que je ne connaissais absolument pas, donc j'avais un peu de mal à visualiser la chose, mais pour la plupart des sonnets c'est vrai que je les ai bien aimés. Il y a vraiment un très beau jeu avec les mots, avec le texte, il y a un amour de l'écriture derrière qui s'en dégage et ça fait plaisir, ça fait vraiment du bien de lire quelque chose qui a été travaillé. On sent vraiment l'amour qu'il y a derrière et l'amour de la littérature, l'amour des mots, et là-dessus c'est vraiment un très bon point. J'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur avec ces jeux de mots qu'on rencontre souvent, donc comme vous pouvez le voir dans le titre, entre les Sansonnets ou les Sansonnets. Il y avait des jeux de mots du style l'art du rock et l'art du rock, le préface ou le préface. Voilà, il y avait plein de pointes d'humour comme ça que j'ai vraiment bien apprécié et qui ont vraiment su me faire sourire à chaque fois. Au-delà de ça, c'est vrai que je suis pas forcément très connaisseuse du genre qui est la poésie, donc j'ai pas trop de choses à vous dire là-dessus, mais j'ai trouvé ça assez sympathique de découvrir un peu autre chose que des romans, et surtout entre deux gros pavés ou un petit poème par-ci par-là, j'ai trouvé que c'était assez sympa et que ça a changé un petit peu de mes lectures habituelles. Donc c'est un livre que je vous conseille si vous avez envie de vous plonger dans quelque chose de différent, si vous aimez les mots, si vous aimez être étonné à chaque page, parce qu'on rencontre par exemple des loutres. Voilà, c'était inattendu, mais il y a des loutres cachées à l'intérieur et j'ai d'ailleurs adoré ce poème, je pense que c'est mon poème préféré. Donc voilà, je vous le conseille si vous avez envie de passer un petit moment détente. Je vous parle ensuite de La Guilde des Marchands de Pluie de Robin Buisson, publié aux éditions Amalthée. Donc c'est un tome 1 et il me semble, alors je suis pas sûre à 100%, que le titre c'est Les Tours de l'Empire, mais si jamais c'est pas ça je corrigerai quelque part dans la vidéo. Alors c'est un livre que j'ai reçu grâce aux éditions Amalthée cette fois-ci, que je remercie encore une fois également. J'ai eu la chance de pouvoir choisir un livre dans leur catalogue et quand j'ai découvert celui-ci, comment vous dire que je savais que ça serait celui-ci. Je suis littéralement tombée amoureuse de son résumé, il y a quelque chose qui m'appelait mais énormément. Trêve de suspense, je vais vous parler donc de l'intrigue. On va être plongé dans un univers différent du nôtre, on va atterrir sur la planète Aridia, qui est une planète aride, et du coup, pour que tout le monde ait de l'eau, de la pluie, on a des chasseurs de nuages qui font donc partie de la guilde des marchands de pluie, qui vont un peu capturer les nuages, les éclairs et tout ça, et les redistribuer. Sauf que l'Empire de l'Est va décider de construire des tours génératrices de nuages, donc adieu le job de la guilde des marchands de pluie, mais en plus de ça, ils ne vont pas se limiter à ça, puisque avec ces tours génératrices de nuages, ils vont vouloir conquérir le reste des royaumes situés sur Aridia. Donc forcément, vous vous en doutez, ils vont pas forcément être d'accord et la guerre va être déclenchée. C'est un livre que j'ai vraiment bien aimé, déjà pour son intrigue de base, cette histoire de chasseur de nuages, moi ça m'a fait complètement rêver. Je pense que c'est vraiment le métier imaginaire de mes rêves, chasseur de nuages. Après j'étais un petit peu déçue, même si déçue c'est peut-être un mot un peu fort, mais j'ai pas vraiment trouvé mieux, puisque on va vite finalement quitter ce côté on part à la chasse des éclairs et tout ça, pour se lancer dans quelque chose de beaucoup plus politique, avec plus de stratégie militaire, de complot. Alors c'est très très intéressant également et l'auteur maîtrise très bien ce sujet, mais ça fait, il y a moins le côté un peu magique derrière qui fait rêver on va dire.
puisque c'est vrai qu'au début on va suivre Zeph qui est un chasseur de nuages qui lui-même va un petit peu quitter son boulot de chasseur de nuages pour être plongé dans cette guerre dans laquelle tout le monde va vraiment participer. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'on a des points de vue de différents personnages, des différents royaumes, et du coup on en sait beaucoup finalement sur ces intrigues, et on en sait même plus que nos personnages, et ça c'est vachement jouissif dans ce côté stratégie militaire, et nous on sait encore plus, et on sait est-ce que ça va marcher, si ça va pas marcher, voilà, et on a vraiment ce côté-là que j'ai bien apprécié. Après c'est un livre qui est classé comme fantasy, mais on a finalement assez peu de fantasy encore dans ce premier tome, on a quelques petites touches à droite, à gauche, et j'ai vraiment hâte en fait de lire le second tome, puisque la fin de ce premier tome nous laisse présager quelque chose de grandiose de ce côté là sur le tome 2, donc c'est une suite que je lirai vraiment avec grand plaisir. C'est un livre que je vous conseille, j'ai vraiment passé un bon moment, ça change un petit peu des lectures habituelles, il y a vraiment un côté... Voilà, moi c'est cette originalité qui m'a énormément plu dans ce livre, je pense que c'est vraiment son point fort. Et puis j'ai bien aimé comment était aussi agencée l'histoire, comment elle avançait, comment les différents chapitres avec les différents points de vue permettaient d'avancer plus vite en fait. Et du coup voilà, je vous le conseille vraiment fortement. Je vous parle ensuite de Dragon de glace de George R.R. Martin, illustré par Loïs Royo, publié aux éditions Flammarion. Alors, si je me suis jetée sur ce livre le jour de sa sortie, c'est entièrement de la faute de Booktube et de toutes ces vidéos que j'ai pu voir où tout le monde disait à quel point l'objet livre était beau. Mais je veux dire que c'est vraiment vrai. Déjà, la couverture est splendide, c'est un livre en dur, voilà. Et les illustrations à l'intérieur, mais c'est un truc de malade, elles sont superbes, je vais vous montrer ça un petit peu. Voilà, ça se présente comme ceci. Et voilà, je suis juste fan finalement du coup de crayon de Loïs Royo. Je trouve que ça apporte vraiment un plus à l'histoire. Ça retransmet en plus vraiment bien l'atmosphère de l'intrigue. Et voilà, je dois dire qu'en tout cas le travail qui a été fait sur la présentation et voilà, chapeau, c'est très très bien fait. Et rien que pour ça, ce livre en vaut la peine. Donc pour ce qui est de l'histoire, on va suivre une petite fille, donc Adara, qui est née au plus froid de l'hiver et qui a conservé ses caractères très, très froids en fait. Et elle va se lier d'amitié avec le dragon de glace. Et ça va partir un petit peu en cacahuète cette histoire lorsque les dragons venus du nord, crachant du feu, vont débarquer. Donc on va suivre un petit peu leur péripéties. Donc pour l'histoire, franchement j'ai pas été plus emballée que ça. Et en fait il s'est pas passé grand chose, je l'ai lu mais j'étais pas très impliquée, ça allait assez vite, mais c'est pas très long, il n'y a pas beaucoup de pages et il y a beaucoup d'illustrations. Et du coup je l'ai lu en étant un petit peu de marbre, ça m'a pas vraiment fait écho et c'est un petit peu dommage parce que le reste m'a vraiment plu, donc les illustrations mais également l'atmosphère qu'on avait dans ce texte, puisque je trouve que déjà on ressent vraiment l'esprit un peu conte avec ce côté à la fois assez enfantin, assez doux, assez mignon et ce côté à la fois hyper sombre et hyper cruel, et ça franchement j'ai bien aimé. J'ai également apprécié le fait de ressentir vraiment l'hiver. Là-dessus c'était un truc de dingue parce que j'avais presque froid en lisant ce petit livre, parce que j'avais l'impression de ressentir cette atmosphère de neige, cette atmosphère cotonneuse où tout est un petit peu étouffé, où on n'entend pas grand chose, où tout est calme, où tout est lent tellement on est transi de froid. Et là-dessus vraiment c'est quelque chose qui m'a fait voyager plus que l'histoire, et je suis assez satisfaite de ce côté là. Donc c'est un livre avec des points positifs et des points négatifs que je vous conseille quand même plutôt, puisque rien que pour l'objet livre il vaut vraiment le coup et on passe un moment, on passe quand même un moment agréable même si c'est pas non plus transcendant. Je vous parle ensuite de 1984 de George Orwell, publié aux éditions Folio. C'est un classique que je voulais lire depuis une éternité et j'ai enfin franchi le pas, donc je suis vraiment contente. J'avais déjà lu de cet auteur La ferme des animaux il y a pas mal de temps, je crois que j'étais au collège, donc ça remonte vraiment à longtemps, et j'avais bien apprécié et j'avais très envie de découvrir 1984, que je vois un petit peu comme un des livres pères, un des livres phares de la dystopie, et puisque c'est un genre qu'on voit à peu près partout en ce moment, j'avais envie de découvrir ce qu'il y avait avant, comment était la dystopie avant, et histoire de voir si c'était un petit peu pareil, s'il y avait les mêmes codes ou si c'était assez différent. Avant toute chose, je vais vous parler très rapidement de l'intrigue, puisque je pense que beaucoup d'entre vous connaissent un petit peu de quoi parle 1984. Donc on va suivre notre personnage principal, Winston, qui travaille au ministère de la Vérité et qui vit dans ce monde gouverné par Big Brother, où tout le monde est observé, tout le temps, surveillé, où on n'a plus de liberté tout simplement, le monde est totalement totalitaire. Alors, je vais vous parler un petit peu de ces différences ou non avec la dystopie qu'on trouve actuellement, et la grande différence vraiment, et c'est ce qui m'a frappée en fait dans ce livre, c'est le fait qu'on ait vraiment très peu d'action.
C'est vrai que actuellement quand on lit un livre de dystopie, de l'action en veux-tu en voilà, on en a tout le temps, on en a même trop, et ici on en a quasiment pas, et même quand on en a c'est quand même assez lent et on n'a pas l'impression d'avoir une action qui vous étouffe en fait. On a ce côté psychologique qui est hyper mis en avant, qui est hyper développé et qui fait à la fois froid dans le dos, mais c'est extrêmement bien fait parce qu'on se rend compte finalement qu'on n'a pas besoin de grandes rébellions, de feu, de sang, de combat pour qu'il y ait ce monde totalitaire et pour que le gouvernement ait la main mise en fait sur la population. Il suffit de contrôler l'esprit, la pensée, le vocabulaire, puisque ce qui est assez fort dans ce livre, c'est qu'on va avoir le développement d'un nouveau langage dans lequel on n'a plus les mots, les concepts tels que la liberté, l'amour, ce genre de choses. Et vu qu'on les bannit de la langue, ils disparaissent en fait de l'esprit de l'homme au fur et à mesure que les générations avancent. Et vu qu'on n'a plus ces concepts, et ben l'homme en lui-même ne va plus penser à se rebeller ou à se dire qu'il a pu avoir mieux avant, puisqu'il ne connaît que ça. Et c'est effrayant tellement c'est bien fait en fait, et tellement c'est... Je sais pas comment vous dire ça, mais j'en ai vraiment eu des frissons et j'ai trouvé ça à la magistrale en fait de l'auteur, et j'ai trouvé que c'était hyper fort de réussir à placer une répression qui est vraiment centrée sur les mots, sur le vocabulaire, sur... enfin voilà, là-dessus. Alors, on en a conscience que c'est très important, mais de le voir écrire voilà, noir sur blanc, ça vous montre à quel point, encore plus s'il le fallait, que ça peut être important. Voilà, donc c'est une lecture que j'ai adoré effectuer, qui est un petit peu lente par moments, qui vous éveille pas toujours, mais qui est quand même très intéressante. C'est un livre à digérer, je pense, qui amène à la réflexion. Et rien que pour ça, c'est un livre que je vous conseille et je pense que c'est un livre qu'on se doit de lire. Pour finir, dans un tout autre genre, je vous parle de Gaspard des Profondeurs de Yann Rambo, publié aux éditions Hachette. Alors, je n'avais pas vraiment entendu parler de ce livre avant de le découvrir à la médiathèque et j'étais assez appelée par ce titre Gaspard des Profondeurs ainsi que par la couverture que je trouve assez poétique, assez mystérieuse en fait. Et ça m'a vraiment donné très envie de découvrir ce qu'il y avait derrière. Le résumé aussi m'a beaucoup plu. Du coup, je l'ai pris et je l'ai tout de suite lu. C'est le genre d'histoire qui avait le potentiel en fait de me plaire énormément au vu de son résumé, puisque c'est l'histoire donc de Gaspard, sans grande surprise, qui est un petit garçon qui a je sais plus exactement entre 10 et 13 ans et qui va décider un soir de partir, de fuguer et de rejoindre son père qui bosse en tant qu'ingénieur son ou lumière, je sais plus trop, dans une petite compagnie de théâtre et qui est donc en tournée dans le sud de la France. Sur son chemin, il va rencontrer Honoré, qui a le même âge et qui lui va décider de l'accompagner pour aller voir la mer, et ensemble ils vont vivre pas mal d'aventures et ils vont tout simplement grandir, découvrir des choses et construire une amitié également. L'auteur choisit aussi de montrer en fait, ce chemin vers l'âge adulte en fait, de Gaspard avec un monde imaginaire qui se greffe à ça. J'ai pas envie de trop vous parler de ce côté-là parce qu'il n'est pas forcément très explicité dans le résumé et j'ai trouvé ça intéressant et chouette de le découvrir par moi-même, donc j'en dirai pas plus, mais sachez qu'il y a vraiment ce côté imaginaire à côté. Donc comme je vous disais, c'est le genre d'histoire qui sait vraiment m'émouvoir quand c'est bien fait, le genre d'histoire que je suis quasiment sûre d'aimer, et là j'ai pas franchement adhéré. C'est pas une grosse déception, mais ça reste quand même une petite déception parce que j'en attendais quand même pas mal, sachant que c'est mon genre d'histoire de prédilection en quelque sorte. Il y a des points positifs, déjà ce côté imaginaire dont je vous parlerai pas trop, mais c'est un gros point positif je pense, qui est très bien construit, qui est très original et il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Voilà, je referme la parenthèse. J'ai également aimé de grosses parties au niveau de la relation entre Honoré et Gaspard qui est assez belle, mais il manquait vraiment l'émotion, le sentiment. Enfin, on avait des sentiments vu qu'il y avait ce côté amitié, ce côté adrénaline et tout ça, mais c'était écrit noir sur blanc sur le papier et j'arrivais pas à les ressentir comme on peut ressentir parfois ce genre de choses. Et c'est bien dommage parce que c'est ce qui m'a vraiment manqué pour m'impliquer dans le texte. Je pense que c'est pas mal dû au fait au final que j'avais pas vraiment d'atome crochu avec Gaspard. C'est un personnage qui me plaisait assez jusqu'au moment où il faisait quelque chose, où il réagissait d'une telle façon dans laquelle j'arrivais pas à me projeter, dans laquelle je n'adhérais pas du tout et qui faisait au final que ça clochait, j'avais du mal à m'intéresser à son histoire puisque j'avais du mal avec le personnage en lui-même. J'ai également eu un peu de mal avec la fin puisque c'est quelque chose que j'ai trouvé hyper prévisible, que j'attendais depuis quasiment le début du texte. Et bon voilà, ça finit pas forcément sur une touche très positive. Je me rends compte que j'en dis pas mal de mal là, mais c'est pas non plus un livre que j'ai vraiment détesté. Je pense que c'est une lecture assez sympathique qui peut vous toucher, je pense, si vous arrivez à vous mettre dedans. Mais pour moi ça l'a pas vraiment fait et je suis assez triste de ça.
Donc voilà, cette première partie de ce géant point lecture est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous retrouve très vite.